Le haut plateau de Minembwe dans le sud qui vous vibre au rythme de la caravane de paix. À suivre dans ce journal le message du ministre de la Défense nationale, son collègue de la décentralisation. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Et pour commencer ce journal, direction la Chambre haute du Parlement avec l'entretien qu'a eu tour à tour Alexis Tambwe Mwamba avec les délégations des jeunes parlementaires et celles de la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale. Le contenu de leurs échanges à travers ce reportage de Dada Chabani. Les Congolais de l'étranger doivent jouir de leurs prérogatives constitutionnelles, notamment les droits de vote dans le respect de la loi congolaise. Cette préoccupation de la délégation congolaise de la diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale a fait l'objet du plaidoyer mené par cette délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. La diaspora congolaise compte sur l'appui du président de la Chambre haute du Parlement pour une réponse à leur démarche. La diaspora n'a pas voté lors des dernières élections. Alors nous avons apporté au président une panoplie de recommandations qui doivent être prises en compte, nous les demandons en tout cas, lors de l'examen de la nouvelle loi électorale. Nous avons sollicité au président de pouvoir appuyer notre démarche et le président a été très réceptif par rapport à la question parce qu'il pense qu'il n'est pas concevable que les Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont des Congolais à part entière, puissent ne pas bénéficier de leurs droits constitutionnels. Le président de la Chambre haute du Parlement, Maître Alexis Tambwe Mwamba, a apprécié à sa juste valeur leur démarche tout en rappelant que la modification de la loi électorale actuelle ne peut se faire qu'après un référendum. Les jeunes parlementaires reçus par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sont autorisés à siéger dans la salle des banquets du Palais du Peuple pour leur session ordinaire. Une décision qui a réjoui la délégation des jeunes parlementaires qui ont sollicité l'appui du président du Sénat pour l'émergence des jeunes parlementaires et aussi l'amélioration de la situation de tous les jeunes du pays. La question de la gouvernance et citoyenneté. On a compris qu'il y avait un déficit de participation des jeunes à tous les niveaux. Et on a donné sur ces points une série de propositions, notamment la révisitation de la loi électorale pour inclure la notion de la constitution des listes paritaires. C'est-à-dire en même temps on a 2 personnes pour les vieux, on a 2 personnes pour les jeunes, autant qu'on fait pour les femmes. Pour ce qui concerne la question liée à l'entrepreneuriat et l'éducation financière, on a compris qu'en fait notre curriculum scolaire était dépourvu des armes nécessaires pour booster les jeunes à créer l'emploi et à ne pas dépendre de l'État. D'où l'urgence d'intégrer les questions de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière dans les cursus universitaires, dans le cursus scolaire. Les réserves d'échange rapatriées ou conservées à la Banque centrale du Congo, le Premier ministre Ilunkamba demande une note complète au gouverneur Deogracias Mutombo. C'était aujourd'hui au cours de la réunion du comité de conjoncture économique qui a également noté que la situation économique est stable, nous dit Françoise Boulabouaki. De manière générale, la situation économique est stable. Ce mardi 29 septembre 2020, l'appel a été lancé au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour le respect du pacte de stabilité. Appel relayé par Jean Baudouin Mayovis, Premier ministre, ministre du Budget. Il faut que donc toutes les parties prenantes, gouvernement et banque centrale notamment, continuent à observer le pacte de stabilité économique et financière. Parce que le respect de ce pacte s'est traduit aujourd'hui, notamment pour la semaine en revue, c'est que sur le plan de l'inflation, il y a eu quelques frémissements, mais dans l'ensemble, c'est la stabilité qui influe aussi sur la stabilité de prix de biens de première nécessité. Le taux de change s'est même amélioré, s'est même apprécié sur le marché officiel, alors que sur le marché parallèle, on a observé la stabilité.
Quant aux réserves de change rapatriées ou conservées à la Banque centrale du Congo, après les informations fournies par le gouverneur Deogracias Mutombo, le Premier ministre a demandé une note plus complète à la prochaine réunion. Sur les matières premières, les cours du cobalt, du cuivre et de l'or se sont bien comportés. Les efforts sont fournis. La Banque centrale aux côtés du gouvernement pour booster aussi le secteur de l'agriculture. Des efforts sont en train d'être conjugués. Il a été demandé aux ministres sectoriels de concevoir des politiques pour l'encadrement des secteurs, notamment du commerce, du transport et pourquoi pas des télécommunications. Je crois qu'avec la discipline de tout le monde, l'engagement de tout le monde, nous allons vers de perspectives meilleures si jamais la Covid ne faisait pas de rebond au pays. Pendant ce temps, les efforts sont maintenus pour préserver le cadre macroéconomique des chocs intérieurs et extérieurs. Nous vous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, la caravane de la paix poursuit son bon nombre de chemin. Elle en est à sa 3e étape dans le Sud Kivu pour lancer le message de paix à Minembwe. Le ministre de la Défense nationale avait à ses côtés le ministre d'État de la décentralisation, Azarias Ruberwa Jojondibou. La caravane de la paix, conduite par le professeur Emengo Imukena, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, qu'accompagne le chef d'état-major général des FARDC, quelques députés nationaux, commission défense et sécurité et le gouverneur de la province du Sud Kivu, a été rejointe par le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Ruberwa, à Bukavu, pour la 3e étape de cette mission mixte à destination des Minembwe. Aussitôt après l'atterrissage de l'appareil dans cette contrée, un accueil délirant a été réservé à la délégation. Ensuite, la délégation s'est rendue à la mairie pour se rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Après une nuit à Minembwe, Emengo Imukena s'est entretenu avec toutes les couches de la population, notamment les confessions religieuses, la société civile, les associations de femmes et les jeunes qui ont dans un premier temps reconnu à l'unanimité que c'est une journée historique du fait de voir que le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, se préoccupe au plus haut point de la situation sécuritaire et socio-économique qui sévit dans cette partie du pays. Ils ont par la suite exprimé leurs desiderata, résumés notamment par le rétablissement de la paix et les désenclavements des Minembwe. Le ministre de la Défense nationale, comme partout où il est passé, a relayé le message du chef de l'État qui est celui de la paix de tous par tous. Il a ensuite invité la population des Minembwe au calme et à faire confiance à nos forces armées qui ne cessent d'œuvrer pour le rétablissement total de la paix dans cette province. Le ministre d'État, ministre de la décentralisation, a quant à lui remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir dépêché cette délégation interinstitutionnelle pour palper du doigt les réalités des communautés vivant à Minembwe. Emengo Imukena a rassuré les populations des Minembwe de la prise en compte de leurs revendications et a promis de les transmettre au président de la République et au Premier ministre pour des solutions idoines en vue d'une paix durable, tout en insistant sur la cohabitation des différentes communautés de base qui sont condamnées à vivre ensemble. Revenons dans la capitale pour parler cette fois de l'atelier de validation du rapport des consultants nationaux sur la promotion de l'utilisation des systèmes nationaux en République démocratique du Congo qui a ouvert ses portes ce mardi 29 septembre 2020 à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe. Des validations du rapport des consultants vont valider l'étude sur la promotion de l'utilisation des systèmes nationaux à travers le renforcement de la gestion des finances publiques. Une étude produite par des experts nationaux avec l'appui de la section programme d'études et d'expertise des ENABEL, agence technique de la coopération belge, ici représentée par M. Jean-Luc Mutombo. Il s'y est dénoté que cet ouvrage établit un état de lieu de la
la pratique de l'utilisation des systèmes nationaux et propose les axes clés des renforcements de la gestion des finances publiques. En plus, élaborer une feuille de route 2020-2023 à soumettre à l'approbation des participants à l'atelier avant sa transmission au gouvernement via les ministères du Plan. Et c'est la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, qui a lancé officiellement les travaux de cet atelier. La salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères a accueilli cette rencontre. L'utilisation de ces systèmes nationaux permettra de mieux aligner l'assistance extérieure sur les priorités nationales et renforcer l'appropriation par les pays bénéficiaires de l'aide ainsi que leur orientation vers les résultats du développement. Les pays partenaires ont pris divers engagements, notamment celui de renforcer et d'utiliser les systèmes nationaux, améliorer l'harmonisation des interventions des fournisseurs de coopération pour le développement et soutenir l'intégration du secteur des entreprises locales et de la société civile dans le processus de passation des marchés. Je vous exhorte donc à travailler d'arrache-pied pour enrichir la version produite de manière à nous permettre de disposer d'un document validé. Autre actualité, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, tient en respect de l'acte d'engagement signé par tous les membres du comité directeur de l'UNPC. Jolino Makelele a réuni les sages de la corporation afin d'évaluer le chemin à mi-parcours jusqu'à Mwanda. Jessie Kabasile nous en parle. 24 heures après la signature de l'acte d'engagement pour l'organisation du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo à Mwanda dans le Congo central, David Jolino Diwan-Povesa Makelele a voulu se rassurer du début de la préparation du dit congrès et tient du protocole d'accord qui engage toutes les parties hier en conflit, aujourd'hui réunies pour l'organisation du congrès. Autour du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, ces icônes de la presse en République démocratique du Congo qui sont une caution morale aux discussions du protocole d'accord. Ce qui a été fait hier avec l'ensemble de ceux qui ont été avec moi aux discussions et qui ont abouti aux décisions qui ont été annoncées récemment, ils ont compris qu'ils ont commis presque une faute en n'acceptant pas ces propositions qui sont les mêmes que celles que j'ai formulées récemment en vue de faire régner l'ordre. Donc l'objectif premier, je le répète, c'est remettre de l'ordre dans cette union. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, et cela a été accepté par les deux ailes valablement représentées, 1. L'accord pour que le congrès puisse se tenir à partir du 5 à Mwanda. 2. Et que le comité organisateur soit un comité UNPC, mais assisté des sages que nous allons désigner, qui soit, j'allais presque dire, qui représente un certain consensus. Et 3, que ceux qui ont présidé aux destinées de l'UNPC jusqu'à présent et qui se font la guerre ne puissent pas se représenter afin de ramener la paix et permettre l'éclosion de nouvelles valeurs, peut-être journalistiques, qui seraient en même de conduire valablement cette institution. On me dit que j'aurais perçu de l'argent, 40% de 100 000, donc 40 000. Non, je veux bien que les gens aient du mal à justifier l'usage qu'ils feront, qu'ils ont fait, des 100 000 $ qu'ils ont reçus, mais qu'ils ne cherchent pas des boucs émissaires. Est-ce que quelqu'un de sérieux qui me connaît depuis longtemps peut prétendre à cela? Tous ceux qui me connaissent savent que je suis rétif à tout ce qui est argent, etc. Je vis ma vie simplement. Je ne veux pas aller jusqu'en procès parce que ce serait malheureux pour eux. Ils ne sauront pas faire la preuve de cela. Non, puisque nous prenons l'émergence d'une nouvelle classe journalistique qui puisse prendre les choses en main, alors les gens, ils s'arc-boutent à ce qu'ils croient comme étant des gardes, leurs gardes et leur, j'allais dire, leur casserole. Quelle que soit la posture que l'on pourra prendre, pour David Jolino Diwan-Povesa Makelele, le congrès de Mwanda est irréversible et c'est l'occasion de rajeunir et donner un nouveau souffle à l'Union nationale de la presse du Congo qui doit désormais travailler pour l'intérêt des journalistes.
L'octroi des bourses en République démocratique du Congo se fera selon une politique nationale. Pendant 2 jours, les experts vont se pencher sur cette politique. L'ouverture de l'atelier de conception de cette politique a eu lieu aujourd'hui par le ministre de la Coopération, Guillaume Pépin Manjolo. Lucie Lavichisena, reportage. Comment et à qui octroyer la bourse pour les études à l'étranger? Les experts des ministères de l'enseignement supérieur, enseignement primaire, plan, formation professionnelle, jeunesse, recherche scientifique, coopération internationale, présidence et les partenaires au développement vont approfondir les 2 questions pour en obtenir au finish la définition d'une politique nationale d'octroi des bourses en RDC. Les membres du gouvernement concernés par cette matière commune ont participé au lancement officiel de ce atelier sous la présidence du ministre d'État à la coopération internationale pour Maître Pépin Guillaume Manjolo. Il s'agit pour le gouvernement d'investir dans la science pour la promotion des intelligences dans la transformation. Le gouvernement a pris l'option d'organiser sous la coordination du ministère de la coopération internationale, l'intégration de la francophonie, un mécanisme permettant de pouvoir gérer les bourses et alimenter un fonds éventuel pour pouvoir assurer ces processus salvateurs pour la RDC. Tous ces besoins sont alignés aujourd'hui sur notre plan national stratégique de développement qui doit être, puisqu'on s'adresse à nos partenaires, en parfaite harmonie avec la déclaration de Paris sur l'appropriation de l'aide au développement. Il est impensable qu'un pays comme celui-ci, qui recèle des ressources immense, ne soit pas en mesure de pouvoir les transformer. Cela recommande donc qu'on puisse procéder à la présélection de nos meilleurs élèves, de nos meilleurs étudiants, de sorte à ce qu'on puisse les orienter vers la transformation de nos matières premières et donner la valeur ajoutée à ces mêmes matières. Les experts vont également réfléchir sur un mécanisme direct de financement en dehors des partenaires habitués pour garantir la formation de l'élite du pays. La question sur la situation des locataires à l'Institut supérieur pédagogique de Luozi. Nous sommes dans la province du Congo central, était au centre des échanges entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la sénatrice Goudiaza. De son côté, le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, lui, s'est entretenu avec les mouvements syndicaux des hôpitaux. Les détails dans ce condensé. Actuellement, l'Institut supérieur pédagogique de Luozi, situé dans la province du Congo central, demeure toujours locataire en dépit de son agrément. Face à cette situation, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza Bayokissa est allée en parler au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loakalo Senjola. Le ministre de l'ESU a rassuré à l'honorable sénatrice de l'attention qu'il porte sur tous les établissements dans son secteur. J'ai été heureuse de constater que vraiment la situation lui tient à cœur et il nous a même appris que la vice-ministre revient d'une tournée dans le Congo central, heureusement, pour essayer de voir la situation de tous les établissements de l'ESU qu'ils ont pour voir dans quelle mesure faire un état de lieu sérieux. Parce que, bon, nous ne pouvons pas continuer à dire que nous avons des établissements d'enseignement supérieur, mais qui sont pratiquement non viables. Thomas Loakalo Senjola reste préoccupé par les conditions d'études des futurs cadres congolais. Dans un autre chapitre, les échanges avec les délégués syndicaux des hôpitaux publics ont permis au ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, de se faire une idée exacte sur le fonctionnement et organisation de ces structures sanitaires pour y apporter des nouvelles orientations qui vont dans le sens d'une amélioration qualitative et quantitative de soins au bénéfice de la population. Avec les élus de la Chouapa, les discussions ont tourné autour des sujets touchant aux conditions sanitaires dans cette province, mais aussi aux conditions salariales du personnel de santé, surtout les infirmiers non mécanisés. Il y a des problèmes de santé qui se posent dans notre province. Nous devons voir le ministre et parler avec lui, lui exposer ses problèmes. Et il nous a donné des réponses idoines. Dans le mois qui suit, nous allons avoir des réponses, l'effectivité de ces réponses.
Le ministre de la Formation professionnelle a participé à la première réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement de la forêt et bois. Et juste après, John Toumba a échangé avec le directeur d'Internews sur le renforcement des capacités des techniciens et journalistes. Le tout dans ce reportage d'Anita Luamba. D'une durée de 5 ans, le projet d'appui au développement de la formation continue dans la filière forêt-bois d'Afrique centrale va permettre de contribuer à la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Ce, à travers une formation continue. Pour cette première réunion par vidéoconférence à laquelle a pris part le ministre de la Formation professionnelle Arts et Métiers, les participants vont élaborer et valider l'ensemble des documents de gestion du dit projet, à l'issue duquel un cadre d'exploitation durable sera mis sur pied, ce qui va permettre d'améliorer l'employabilité et la qualité dans la filière bois et forêt. Juste après, John Toumba a échangé avec le directeur général de l'entreprise Internews, une organisation internationale qui travaille sur les questions d'information dans les milieux ruraux qui n'ont pas assez de médias. On essaie de renforcer les capacités des journalistes, des techniciens, de tous ceux qui produisent de l'information à RDC pour que les citoyens aient accès à la meilleure information possible et qu'ils puissent avoir le débat démocratique normal entre les gouvernants, la société civile et les citoyens. Karim Bernard Ndende a salué aussi l'implication personnelle du ministre de la Formation professionnelle, celui de rehausser le niveau de la formation professionnelle, l'un des axes prioritaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques mois après leur installation, la Direction générale des lignes maritimes congolaises est en train de faire le tour du propriétaire. Elle était dans la ville portuaire de Boma et de Matadi, dans le Congo central, où sont concentrés la plupart des services pour échanger avec le personnel des lignes maritimes. Après son installation officielle comme directeur général adjoint de lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza s'est rendu dans le Congo central, où se trouvent les installations de cette entreprise du portefeuille pour s'enquérir de son état de lieu. Le directeur général adjoint du LMC a visité les installations de Boma, Matadi ainsi que celles de Moanda, où l'occasion lui permit de s'entretenir avec les agents et cadres de cette société de l'État. Jean-Claude Mukendi s'est rendu également au port de Banana où il a visité le maire de Banana. Revenant de cette tournée de travail, le DGA de LMC a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le ministre du portefeuille, Clément Kwetenimi Bemouna, pour sa nomination au conseil d'administration de cette entreprise. Nous avons une nouvelle vision managériale qui place l'homme au centre de notre action. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a toujours dit « le peuple d'abord ». Pour nous, le peuple d'abord, c'est-à-dire l'agent LMC d'abord. L'agent preste, en retour, il doit avoir un salaire décent. Ça fait maintenant 80 jours que nous sommes là, nous avons eu à liquider 14 décomptes finaux en souffrance. Et c'est ça notre politique. Rappelons que Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza a été nommé directeur général adjoint de lignes maritimes congolaises par l'ordonnance présidentielle du 19 mai 2019 et du 8 juin 2020, portant nomination de membres des conseils d'administration et de la direction générale des entreprises du portefeuille de l'État. Merci beaucoup Chimène Dondo pour ce commentaire. Des hôtels et restaurants de la République démocratique du Congo seront bientôt sur la toile. La numérisation du secteur touristique, en tout cas, c'est le cheval de bataille du ministère de tutelle qui a ouvert aujourd'hui au cercle Elaïs de Kinshasa un atelier de formation des formateurs. On fait le point avec Tony Djouma et Marthe Mangaza. La numérisation du secteur touristique et son évolution dans les nouvelles technologies, c'est l'une des raisons de la tenue de cet atelier des formations des formateurs sur la télédéclaration et le télépaiement de la redevance du Fonds de promotion du tourisme des hôtels, restaurants et cafés, ORECA en sigle. Ces travaux consistent à démontrer la genèse du projet ADPT et son évolution depuis 2016 jusqu'à ces jours.
Partons par le déploiement de la numérisation du FPT par les compagnies aériennes desservant sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif principal, c'est de faire acquérir des connaissances à l'assistance pour que nous puissions, d'une part, endiguer la fuite de recettes dans le domaine du tourisme et d'autre part, maximiser les recettes de FPT car le secteur du tourisme attend de nous des idées, des réflexions pour que nous puissions parvenir à investir suffisamment à la hauteur de nos potentialités touristiques. Cette formation qui va se dérouler en 3 phases va permettre l'évaluation de ces acteurs sur les connaissances théoriques et pratiques acquises depuis le début de cette formation. Cette conduite changement repose sur les triptyques information, il faut informer les gens, participation, il faut absolument faire participer les métiers à l'outil qu'ils vont utiliser demain. Et la formation, il faut qu'ils maîtrisent effectivement cet environnement qui, pour beaucoup, est nouveau. Cette présentation a permis de montrer l'outil qu'ils vont utiliser demain. Et donc maintenant, nous allons passer dans des formations plus concrètes, autour d'une table, sur un ordinateur, entre 3-4 personnes, de façon à ce qu'ils s'approprient l'outil. Le directeur du projet d'appui du développement et de la promotion du tourisme, Élisée Boutalale, s'est penché sur les dispositifs de gestion du Fonds de promotion du tourisme, amenant ainsi l'évolution du secteur touristique dans la nouvelle technologie. L'idéal, c'est celui de faire de la RDC une nouvelle destination touristique. Deuxième mandature et première conférence des présidents des commissions permanentes du Conseil économique et social, présidée par Jean-Pierre Kiwakana, a présidé cette assemblée consultative à la veille de l'ouverture de la session d'octobre 2020, fixée ce 1er octobre 2020. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la session d'octobre. Il était important que le bureau puisse convoquer la conférence des présidents. Le président du Conseil économique a convoqué cette rencontre pour avoir une prise de contact parce qu'il y a de nouveaux conseils de la République parmi les présidents des commissions. Et nous devions déjà commencer à réfléchir, à partager les informations sur l'ouverture de la session d'octobre. Ça a été une occasion de rappeler la mission, l'intention de tous les conseils de la République présents à cette rencontre. Je rappelle que ça a regroupé les présidents des commissions ainsi que les membres du bureau. La mission du Conseil économique, notre mandat, les fonctionnements et les attentes du président pendant cette mandature. Donc ça a été une occasion de faire également une situation générale du Conseil pendant l'intercession. Le président a partagé toutes les informations pertinentes liées, relatives au fonctionnement du Conseil économique pendant l'intercession. Le président a annoncé la reprise des activités de la session, l'ouverture officielle le 1er octobre. Et c'était une occasion de partager avec les présidents de commission le projet de calendrier qui sera évidemment peaufiné et finalisé juste après l'ouverture lors de la seconde rencontre de conférence des présidents. C'était aussi une occasion pour échanger sur les matières à traiter pendant la session. En rapport justement avec l'ouverture de cette session d'octobre 2020, le Bureau du Conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2020 du CES est prévue ce jeudi 1er octobre 2020 à 11h précises dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie d'ouverture est vivement souhaitée, faite à Kinshasa le 29 septembre 2020. René Ngongo Mateso, rapporteur. Poursuivons ce journal. Les marchés quinois viennent d'être inondés par des produits alimentaires. Le programme alimentaire d'urgence par l'entremise de la Congolaise de développement industriel et des distributions Codidi a lancé sur le marché 30 tonnes de maïs, plusieurs sacs de braise et autres produits, nous dit Eric Kabamba.
Encore une nouvelle cargaison de produits alimentaires pour inonder les marchés de Kinshasa dans le cadre du programme alimentaire d'urgence par l'entremise de l'ONG congolaise de développement industriel et de distribution CODIDIS, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces lots de produits venus de Kwilu se trouvent 30 tonnes de maïs, 180 sacs de braise et autres produits. Cet approvisionnement en urgence de Kinshasa résulte d'un constat des flambées volontaires des prix pour faire face à la rareté des produits de première nécessité dus au coronavirus. Ces biens seront vendus dans plusieurs points, notamment ici à Ngaba, à Ziguida, et ce à moindre coût, ont fait savoir les responsables des CODIDIS. Avec 26 000 francs, vous avez un sac de semoule. Ça n'a jamais existé dans ce pays. C'est une première. On est toujours en train de continuer à servir le peuple avec ces programmes du chef de l'État. On vend tout ce qui est bio et on le vend à bas prix pour aider le peuple. Ces produits des CODIDIS financés par le ministère de l'Industrie par le biais du FPI sont de meilleure qualité, comme en témoignent ces mamans vendeuses. En tout cas, pour nos produits à CODIDIS. Ces produits des CODIDIS sont de meilleure qualité. Ici à Kianza, ils ont de très beaux maïs. La prochaine opération qui se fera d'ici quelques jours prévoit l'arrivée des 90 tonnes de produits alimentaires, ont signifié le responsable de cette ONG. La structure dénommée Protocole ASBL vient de voler au secours la formation médicale de la radio-télévision nationale congolaise. Des équipements médicaux et matériels du bureau ont été remis au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Ilunga Ndichimendondo. Faire honneur à la radio-télévision nationale congolaise, c'est promouvoir l'image du pays à l'extérieur. L'ASBL Protocole fait le premier pas en offrant sous forme de dons de chaises, un microscope pour la polyclinique de la RTNC et une armoire. Geste significatif, mais plein de sens, envie de jeter le base d'un partenariat avec ces médias publics. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, qui a réceptionné ces dons, a remercié l'ASBL Protocole tout en rassurant sa parfaite collaboration. La RTNC est émue de vous voir vous déplacer ce matin pour lui remettre ces dons d'une grande valeur. À votre niveau, vous pouvez minimiser la hauteur de ces dons. Mais à notre niveau, ça reflète d'abord de l'amour et de la conscience qui vous ont animé pour venir assister la RTNC. Les représentants de cet ASBL donnent ici la portée de ces gestes. Aujourd'hui, nous avons apporté à la chaîne nationale quelques matériels que vous voyez. Nous avons là un microscope, il y a quelques chaises, une armoire. Ce don-là, je crois que ça apportera tant soit peu du soutien à cette chaîne nationale. La direction générale de la RTNC a promis d'en faire bon usage en entrevoyant un lendemain meilleur dans le partenariat RTNC-ASBL Protocole. La province de la Chuapa mérite une attention particulière pour son développement. Les femmes ressortissantes de ce coin du pays ont réfléchi sur la question. La province de la Chuapa nécessite un coup de pouce pour son développement. C'est dans cette optique que les femmes ressortissantes de cette province se sont réunies pour échanger autour de la question. Plusieurs notables de ces coins ont marqué de leur présence. Dans ce mot de circonstances, Mme Astrid Baleke a présenté les objectifs fixés. Elle a encouragé l'autonomisation de la femme tout en remerciant particulièrement le sénateur Guy Luando Mboyo pour son soutien à l'action de la femme congolaise en général et celle de la Chuapa en particulier. Notre association a pour but l'autonomisation de la femme de la Chuapa parce que ça fait longtemps la femme de la Chuapa est restée en dehors. Là, nous, les mamans de la Ferté, nous nous sommes levés pour que la femme de Chuapa prenne en charge, elle se prenne en charge, qu'elle passe à l'autre étape et que tous les diasporas, tous les Chuapa de Kinshasa, tous les Chuapa qui sont à la province là-bas, parce que j'ose croire que votre télé est suivie aussi là-bas, qu'ils sachent qu'on ne les a pas oubliés. Nous sommes ensemble pour le développement de notre province. Ces réveils de la femme de la Chuapa est salué par la population de ces coins du pays dans les soucis de booster les développements à la base.
Lors de son récent séjour à Goma, au Nord Kivu, en marge du mini-sommet, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizoumou, a déployé plusieurs activités, notamment la formation des agents et cadres de ce parti politique, la rencontre avec les fédéraux et les chefs coutumiers, les résumés de toutes ces activités dans ce commentaire de Janine Kalinga. La nation a réservé un accueil chaleureux au président de la République. Pour ce faire, tous les décors plantés avant l'annonce du report de ce voyage n'est pas appelé à subir le moindre changement dans ces dispositifs des souhaits des bienvenus. Le prochain voyage du chef de l'État à Goma dans la province du Nord Kivu a été largement évoqué à l'atelier sur les thèmes UDPS face aux défis de conservation du pouvoir. Plusieurs autres thèmes importants ont été débattus sous la supervision du secrétaire général adjoint Deo Bizoumou, notamment autour de la bonne gouvernance, la gratuité de l'enseignement, la gestion de personnes vivant avec handicap, la sécurité et les stratégies pour gagner les élections de 2023. Je suis satisfait parce que déjà, vous avez suivi le compte rendu résumé, condensé des différents ateliers. Nous sommes satisfaits et nous vous promettons que 2023, nous sommes là. Toutes ces recommandations aussi viennent à Kinshasa, on va les appliquer. Pour intensifier la visibilité du parti, Rubens Mikindo Mouima, cadre du parti, représenté par son épouse, Madame Liliane Mikindo, a remis aux différentes fédérations venues de la partie est du pays des t-shirts à son effigie et quelques symboles du parti. Il importe de souligner que ces assises organisées à Goma sous le haut patronage du président intérimaire de l'UDPS Jean-Marc Kabunda Kabound ont bénéficié d'un important appui financier de Rubens Mikindo Mouima, l'un des responsables de ce parti. Le mouvement chrétien pour la solidarité et le développement a procédé le week-end dernier à l'installation du comité sectionnaire de Massina. D'autres détails avec Monique Mavongo. À Mbanzangungu, première étape de sa tournée, la députée provinciale du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Rachel Diazanguka, a procédé par la pose de la première pierre, marquant le début des travaux d'aménagement de 2 sources d'eau potable au quartier Révolution. À Lufutoto, l'élu de Mbanzangungu a assisté à l'installation des comités de Ligue de femmes et de jeunes suivi par la finale du tournoi de la cohésion nationale entre 2 équipes, à savoir l'équipe de Kingakati et celle de Cité-Gare. Cette dernière a remporté la victoire au tir au but. Le sénateur Roger Mwakamwaka, président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, y est allé pour encourager et soutenir sa députée provinciale et manifester sa gratitude aux populations de Lufutoto et de Mbanzangungu. Je suis venu dire merci à la population qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné un député provincial dans leur circonscription. Nous étions venus pour communier avec la base, leur parler de mon engagement, de ma détermination pour bien faire à l'Assemblée provinciale où je suis. Mais également de redynamiser le parti dans la cité de Mbanzangungu. Bien avant cela, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie a installé son comité sectionnaire de Massina par le truchement de son président fédéral de Kinshasa, Edmond Mavungu. Ils étaient au total 55 membres du comité sectionnaire, 25 membres pour la coordination, 15 pour la Ligue des jeunes et 15 autres membres pour la Ligue des femmes. Le président de chaque comité a reçu l'étendard du parti, symbole du fardeau qui pèse désormais sur ses épaules, tandis que les membres ont porté une écharpe aux couleurs du parti MCS2. Nous savons que le MCS2 est un jeune et nouveau parti dans Massina. Et nous devons travailler durement pour la réussite. Les étudiants de la RDC apportent leur contribution dans la construction de la paix en RDC. Ces derniers ont reçu l'appui financier du sénateur Guy Luando. Jacques Kabouaba-Sedouga a confié son reportage à Cédric Kenina. La restauration de la paix en République démocratique du Congo, un sujet qui fait appel indistinctement à toutes les couches sociales. Les étudiants de la RDC préconisent la tenue prochaine d'une conférence sur la paix en RDC qui se veut un cadre par excellence d'un dialogue franc et sincère entre différents acteurs de la société.
en dehors de toute connotation tribale. Le sénateur Guy Luando, sollicité avec raison, apporte son accompagnement financier. C'est une question qui nous concerne tous en tant que jeunes, mais aussi en tant que cadre de demain, cadre de ce pays, futur cadre, futur dirigeant de ce pays. Nous pensons que la question de la paix en RDC devrait être discutée par tous et ne pas être une question des ressortissants des provinces touchées ou seulement des personnes vivant en zone de conflit. Et en tant que jeunesse intellectuelle, nous pensons que nous avons des solutions à apporter puisque nous sommes censés être autour des tables des discussions, raison pour laquelle nous avons vu le sénateur qui a accepté de nous accompagner et au nom de toute la communauté estudiantine, nous le remercions. Et bien parce que nous avons remarqué que le sénateur avait une oreille attentive auprès de la jeunesse et nous le savons, la jeunesse aujourd'hui est quelque peu abandonnée à elle-même et le grand souci, le grand souhait a toujours été de trouver une oreille attentive. Et lorsque nous avons trouvé l'oreille du sénateur Guy Luando à travers sa fondation, nous n'avons pas hésité de frapper à la porte qui nous a été d'ailleurs tout de suite ouverte. Cet accompagnement du sénateur Guy Luando s'inscrit dans la logique même de son engagement de voir naître et grandir une catégorie nouvelle des leaders en RDC, dotée d'un leadership éclairé et modèle pour une société juste. Mais avant de nous séparer, nous allons lire ensemble ce communiqué de presse émanant de la Société nationale d'électricité. En voici le libellé, conformément aux accords signés sous la supervision de l'inspection du travail avec les journaliers utilisés dans ces services de la ville de Kinshasa et qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. SNEL a procédé au recrutement de 302 d'entre eux au terme d'un processus ayant consisté en l'identification des intéressés, au test de sélection, à l'embauche de ceux classés en ordre utile et au désintéressement de 319 autres non retenus pour lesquels les litiges de travail ont été certifiés. Il est cependant constaté que les personnes se disant journaliers de la SNEL organisent quotidiennement des manifestations en proférant des injures et des menaces à l'endroit des autorités légalement établies troublant de facto l'ordre public. SNEL demande à toute personne qui se sent lésée dans le cadre du processus de recrutement ainsi mise en œuvre d'utiliser toutes les voies de recours officiellement reconnues pour obtenir réexamen de son cas. SNEL décline sa responsabilité pour toutes les conséquences que pourraient endurer les personnes qui n'emprunteraient pas les voies de recours, s'exposant ainsi à la rigueur de la loi faite à Kinshasa le 29 septembre 2020 à la direction générale. Voilà, madame, monsieur, c'est par ce communiqué que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. José Baïtoambo va prendre la main à 22h pour vous informer davantage. D'ici là, soyez en paix. Merci et au revoir.